Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. La cherté de la vie, un ressenti, une réalité, une préoccupation pour la population polynésienne. Selon l'ISPF, l'indice des prix à la consommation a augmenté de près de 1% le mois dernier. Nous commenterons la situation avec l'économiste Florent Vénère. Il est notre invité ce soir. Maladie cardiovasculaire, contrairement aux idées reçues, les femmes sont autant exposées que les hommes. Elles sont même la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. La prévention est donc importante. L'intelligence artificielle est-elle une menace ou un outil pour les artistes? C'est la question que s'est posée notre spécialiste Manon Lia dans notre rubrique Tech Zone ce soir. C'est la préoccupation principale de la population, la cherté de la vie. La hausse des prix n'est pas que ressentie, elle se traduit concrètement sur le terrain et dans les chiffres. À la dernière note de l'Institut de la statistique en est la preuve. L'indice général des prix à la consommation a augmenté de près de 1% au mois de mars. C'est l'objet du dossier de la rédaction. Elle est signée donc Athéna Milcam. L'inflation est une hausse généralisée et durable des prix. En clair, elle se traduit par une perte de pouvoir d'achat. Après avoir atteint des sommets en 2022, elle s'est tassée en 2023. Le 11 avril dernier, le président Broderson se targuait d'être à l'origine de ce coup de frein sur les prix. Nous avons tenu notre principale promesse de campagne qui était de supprimer la taxe CPS. Nous avons rendu aux Polynésiens et à l'économie 9 milliards. Donc qu'on ne vienne pas me dire, puisque aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que nous avons stoppé l'inflation, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'on n'a rien fait pour protéger le pouvoir d'achat des Polynésiens. Mais la réalité est plus complexe. D'abord, parce qu'une grande partie de l'inflation est importée. Ensuite, parce que cette affirmation est contredite par les derniers chiffres de l'Institut de la statistique. Entre février 2023 et février 2024, l'indice général des prix à la consommation, instrument de mesure de l'inflation, est en hausse de 0,7%. En moyenne, sur les 12 derniers mois, cette variation est de plus de 2%. L'analyse de la situation présentée par le gouvernement est en tout cas commentée avec ironie par le secrétaire général de la CSTPFO. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos salaires, nos pouvoirs d'achat diminuent de jour en jour. Et puis, ils n'ont pas l'air de se rendre compte, c'est tout. Vous voyez le prix des terrains, le prix de l'alimentation. Et puis, ils te disent, on a arrêté l'inflation. Ben, heureusement. Comparé à ceux de l'Hexagone, les prix de l'alimentaire sont plus chers en Polynésie. Et pourtant, le salaire minimal garanti est inférieur de 12,5% malgré un nombre d'heures travaillées plus important. Au premier semestre 2024, l'optimisme économique de la population fléchit selon la dernière enquête publiée par l'IOM réalisée auprès des ménages. Globalement, ce qui ressort, c'est que les ménages sont un peu moins optimistes que lors de la précédente enquête. Et un élément particulièrement marquant, c'est que le ressenti sur l'évolution des prix est toujours assez fort. Les ménages, la majorité, on va dire plus des 3/4 des ménages estiment que les prix augmentent encore. Les conséquences de la cherté de la vie se traduisent directement sur le terrain, notamment auprès des organismes solidaires comme TVIT. En plus d'aider les sans-abri, Père Christophe et son équipe distribuent également des colis alimentaires ponctuels à de plus en plus de familles qui se manifestent auprès des mairies. Le dispositif a été étendu à plusieurs communes comme Fa'a, Pir'e, Aroué ou encore Papara. Il s'agit principalement de dons. Je viens chercher à manger ici chez Père Christophe. Farah, ça t'aide beaucoup, cette aide alimentaire? Ah oui, beaucoup. Ben, vous avez vu le mât qu'on nous donne, là, gratuit. Je vais avoir un carton de sao en plus. J'aime le sao. Le nombre de familles qui augmente et puis aussi le profil des familles, puisque on a maintenant aussi des familles qui demandent qui sont au régime salarié ou en tout cas qui touchent une retraite, un minimum vieillesse. Et donc on voit qu'il y a vraiment un appauvrissement de certains milieux. Voilà, ça va des jeunes couples jusqu'à des mamies.
On a 2 mamies qui viennent régulièrement, qui ont 87 et 89 ans, qui ont du mal à s'en sortir. Des jeunes couples, mais aussi des matahiapo, des sans-abri comme des salariés. Les faits sont tenaces. Les Polynésiens peinent de plus en plus à se nourrir. Et nous accueillons à présent Florent Vénère, professeur économiste en économie. Florent, Yaorana. Bonsoir. Alors, face à l'inflation, les gouvernements ont 2 attitudes. Quand elle augmente, ce n'est pas de leur faute, et car c'est de l'inflation importée, mais quand elle baisse, là, c'est grâce à eux. Qu'en est-il ? En fait, dans les 2 cas, c'est pas vraiment de leur faute. Dans les 2 cas, les choses se passent et dépassent très largement les possibilités du gouvernement. En période d'inflation, en fait, le rôle du gouvernement, c'est essentiellement d'accompagner les personnes qui sont le plus touchées par l'inflation pour éviter que les désagréments des personnes touchées en question soient trop importants. Mais très concrètement, lutter contre l'inflation elle-même échappe largement au gouvernement. Est-ce que la suppression de la TVA sociale a eu un effet, comme l'a affirmé le président Moetai Bruderson à l'Assemblée le 11 avril dernier ? En fait, c'est un effet extrêmement marginal, vraiment tout petit. L'inflation, elle avait commencé à réduire déjà dès janvier 2023, en fait. Le maximum de l'inflation, c'est sur l'année 2022, on est à 8,5%, et dès janvier, ça commence à s'éroder. Et ça va très très vite, en fait. Donc, dès juin, on est passé à moins de 4%, on est à 3,5% d'inflation calculée sur l'année glissante, et dès juillet, on est à 2,5%, en fait. Donc, quand on supprime la TVA sociale en octobre, en fait, la baisse de prix, elle est déjà enclenchée. La suppression de la TVA sociale n'y est pour rien, en fait. Ces dernières années, les prix dans l'alimentation ont flambé. L'encadrement des prix, comme les PPN ou les PGC, vous considérez que ce n'est pas une solution. Finalement, le pays est-il impuissant face aux variations de prix ? Ces variations de prix sur l'alimentation, par exemple, on a eu les mêmes en métropole, alors qu'il n'y a pas de système de PPN et de PGC. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça échappe largement au gouvernement. Ce sont des mécanismes globaux. Donc ça s'est passé comme ça et ça se passe comme ça. L'encadrement des prix peut fonctionner sur des délais très restreints, en fait, et pour des motifs, en fait, très particuliers. Mais à chaque fois, ça doit être quelque chose de limité dans le temps. Nous, on encadre les prix avec le système des PPN et des PGC depuis des décennies, en fait. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, puisqu'on a des prix qui sont extrêmement élevés, comme vous le soulignez, quoi. Donc c'est pas une solution de long terme, et par ailleurs c'est une solution qui en fait vise à faire une espèce de redistribution sociale indirecte, mais qui touche tout le monde, y compris les ménages aisés. Donc tous les ménages aisés bénéficient de PPN sur tous les produits qu'ils pourraient acheter au prix normaux, je dirais. On l'a observé ces derniers mois, les taux d'intérêt ont fortement augmenté, notamment dans l'immobilier. Les taux pratiqués par les banques ont quel impact dans le phénomène d'inflation ou de déflation ? Alors justement, les taux d'intérêt, c'est quelque chose qu'on utilise pour calmer l'inflation. C'est-à-dire quand on est en période d'inflation, on augmente les taux d'intérêt, ce qui fait que ça rend l'accès au crédit en fait plus difficile et ça diminue la demande des gens. Et donc en diminuant la demande des gens, pour une offre identique, on fait baisser les prix. Donc on essaye de calmer l'inflation pour ça. Et ceux qui décident en fait de la hausse des taux d'intérêt, ce sont les banques centrales, et les banques centrales sont indépendante des gouvernements. Donc c'est pour ça que le gouvernement est très largement impuissant à lutter contre l'inflation, puisque la meilleure lutte contre l'inflation, ce sont les taux d'intérêt qui sont maîtrisés par les banques centrales et pas par les gouvernements. Comment expliquer que les prix sont plus élevés au Fénois que dans l'Hexagone, alors que le salaire minimum y est plus bas, et c'est la double peine, non ? Alors, ce sont deux éléments effectivement qui sont décorrélés, c'est-à-dire que effectivement les prix sont plus chers en Polynésie que dans l'Hexagone, et ça sera toujours le cas parce que bon, c'est un petit pays, c'est isolé, il y a des surcoûts supplémentaires, etc. Donc ça sera toujours le cas. Maintenant, ils sont largement plus supérieurs. On est à 30,8% de plus des prix en Polynésie par rapport à l'Hexagone. Et après, bon, il se trouve que le salaire minimum, c'est une décision politique. Donc, on prend les décisions politiques qu'on veut dans le pays, quoi. Donc l'Hexagone n'a pas pris les mêmes que la Polynésie, et donc effectivement ça veut dire que comme c'était souligné dans le reportage, on est moins payé en Polynésie quand on est au salaire minimum, avec des prix donc qui sont plus chers de 30,8%, moins payés de 12,5%, on travaille un peu plus, 4 heures de plus par semaine, donc 11,5% de plus, et quand on cumule tout ça, ça fait que le Polynésien qui est au salaire minimum, il a un pouvoir d'achat 40% inférieur au métropolitain qui est au salaire minimum. Il y a plus de 10 ans, il avait été question de pratiquer une vérité des prix concernant les carburants.
En fait, le pays n'a jamais supprimé le fonds FRPH qui joue un rôle d'amortisseur tarifaire et les prix à la pompe ne correspondent pas aux cours mondiaux. Faut-il que ça cesse? Quels sont les risques de ces systèmes? Alors en fait, le principe du FRPH, pour le rappeler rapidement, c'est d'amortir effectivement les cours. Donc quand les cours augmentent, on fait augmenter moins le prix que nécessaire en prenant dans les réserves du FRPH. Et puis ensuite, quand le cours baisse, on baisse moins pour re-remplir les réserves. Donc normalement, ça devrait fonctionner comme ça. L'idée, c'est que, comme on le disait, il y a un certain nombre de Polynésiens qui sont très en difficulté. Donc si le prix du carburant variait énormément à la pompe d'un mois sur l'autre, ça pourrait les mettre très en difficulté pour aller travailler, pour le quotidien en fait. Donc c'est un choix qui a été fait par les gouvernements successifs. C'est pas le problème, c'est que on en fait souvent un outil politique maintenant plus qu'un outil d'amortisseur social. Et donc là, typiquement, on sait qu'il y a des tensions sur le marché pétrolier au niveau international et avec les tensions du côté d'Israël et de l'Iran. Enfin, ça va pas s'arranger. Et donc, oui, il faudrait augmenter vraisemblablement le prix à la pompe. Donc là, je pense qu'on est en train de très largement de prendre dans des réserves, mais il n'y a pas d'argent gratuit en fait. Il n'y a pas d'argent magique, donc ça va se payer. Ces réserves-là, en fait, c'est de l'impôt des Polynésiens à un moment ou à un autre. La loi fiscale a été annulée, puis à nouveau adoptée, et elle pourrait bien une nouvelle fois être attaquée et annulée. Est-ce que cet épisode n'est pas de nature à détruire la confiance des ménages et des acteurs économiques ? Alors c'est sûr que c'est très très mal vécu, notamment par le patronat. On a vu, ça a été très compliqué au moment de la réélection du président du MEDEF, cet aspect-là. De fait, si les patrons sont inquiets, ça crée effectivement un problème de confiance. C'est un peu... Et là, l'affaire n'est pas réglée. C'est-à-dire que quand on interroge les juristes spécialisés sur ces questions-là, en fait, ils ne sont pas d'accord du tout. Donc certains considèrent que la loi est véritablement en danger, qu'elle va être cassée par le Conseil d'État. D'autres affirment qu'elle ne le sera pas. On verra bien. Si elle devait être cassée par le Conseil d'État, ça serait franchement dramatique. Parce que là, le temps qu'on y arrive, ça sera vraisemblablement en août. Et on va avoir un problème de 8 mois de fiscalité. Donc, ça va être un gros problème. Ça va être un gros problème, ouais. De retour de Singapour, Moitai Broderson l'a assuré, de grands groupes ont envie d'investir au Fénois et sans défiscalisation. D'après vous, c'est possible de développer le tourisme et l'hôtellerie sans ce levier ? Alors, il faut rappeler que c'est notre première ressource, c'est la première ressource du pays, c'est de très loin devant les autres, donc on a absolument besoin du tourisme. Construire un hôtel en Polynésie, ça coûte extrêmement cher, bien plus cher que quand on les construit ailleurs dans les destinations concurrentes. Là, on a baissé effectivement avec la loi fiscale la défiscalisation à destination des hôtels. Le résultat, c'est quand même qu'un certain nombre de projets qui devaient voir le jour n'ont plus vu le jour. Donc certains projets ont été purement et simplement arrêtés, d'autres ont été redimensionnés pour investir moins. Donc ça, pour l'instant, ça a surtout amoindri en fait l'investissement local. Donc à court terme, ça fait évidemment des emplois en moins, etc., etc. Et puis à plus long terme, évidemment, c'est la difficulté d'offrir des chambres aux touristes. Et il faut reconnaître que c'est peu cohérent avec un objectif de 600 000 touristes annuels. Il faut absolument qu'on ait des chambres si on veut. Alors 600 000, je ne sais pas si on les atteindra, mais en tout cas, si on veut maintenir le flux actuel, c'est-à-dire 260 000, et tenter de l'augmenter, il faudra des chambres supplémentaires, oui. Et sans défiscalisation. Sans défiscalisation. Ça sera très compliqué, à mon avis. Voilà. Merci beaucoup, Florent Vénère, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La formation a commencé pour les 265 volontaires des Jeux Olympiques de surf à Teahupo'o. 150 d'entre eux ont été réunis ce matin à Pirée par le comité organisateur. Objectif, créer un esprit d'équipe à l'occasion de ce rendez-vous mondial du sport, comme a pu le constater Esther Parot-Cordette. Il n'y en a eu que 2000 exemplaires. La torche olympique portée par un champion de surf devant plus d'une centaine de bénévoles, Michel Bourrez brandit fièrement le fameux flambeau, symbole des Jeux. Ça m'a fait plaisir, c'est avec toute l'expérience que j'ai eue dans ma carrière et en plus j'ai pris ma retraite, donc c'était un bon moment pour moi et puis c'est une belle opportunité de montrer la torche à tout le monde et surtout de montrer que voilà, avec notre sport on a réussi à amener les JO ici, quoi. Vous allez être le visage des Jeux. 265 volontaires veilleront du 20 au 30 juillet au bon déroulement de la compétition sur tous les sites de l'événement. À 83 ans, André Rossignol s'engage de nouveau dans la grande aventure des JO.
J'aurais vu 3 jeux, 2 d'hiver et que j'aurais participé un peu, puis ici, donc c'est très important. Mais la magie des JO a un prix. Hinirava vient de Reiatea. Elle a payé son voyage pour venir à la convention. J'ai regretté que le transport pour les volontaires inter-îles ici au JO Polynésie n'ait pas été pris en charge. Je pense que ça aurait peut-être poussé d'autres jeunes à participer aux Jeux Olympiques. Beaucoup d'inscriptions. Les bénévoles le savent, seul un repas et le transport en commun sont pris en charge. Noéline est prête à payer tous ses déplacements à Paris. La bénévole assure qu'elle ne cédera pas sa place. On a hâte d'y être. On est 45 000 volontaires en tout, donc on espère vraiment que ça va arriver, tout sera prêt, on en est certain même. À bientôt 3 mois des épreuves de surf à Te Ahupo, la pression monte d'un cran du côté des organisateurs. Oui, on sent depuis le mois de janvier que les journées sont de plus en plus tendues, parfois les nuits aussi. Mais globalement, on est content parce que c'est la concrétisation de tout le travail qui a été fait en amont. Et puis surtout, on rencontre les volontaires, on recrute les salariés, on a des contacts avec les relayeurs. Donc tout ça commence à prendre forme concrètement et ça, c'est génial. On compte sur vous. Le président Moetei Broderson marque cette première étape vers les Jeux olympiques. Les volontaires qui sont là, ils ont eu des présentations de quel va être leur rôle, qu'est-ce qu'ils vont apporter en termes d'accueil, d'accompagnement. Et on les voit tous là, ils sont à fond là. Du chapeau aux chaussures, les volontaires porteront les tenues présentées à Paris. Les 15 pièces de la panoplie 100% Made in France devraient facilement s'adapter au climat tropical de Tahiti. Les maladies cardiovasculaires touchent désormais autant les femmes que les hommes. C'est même la première cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Pour sensibiliser la population sur l'importance de la prévention, le club Soroptimis international de Tahiti a organisé aujourd'hui à l'Assemblée une journée d'information. Thomas Chabrol. Chaque année, 450 Polynésiens arrivent en urgence au CHPF pour un accident vasculaire cérébral. Alcool, tabac, hypertension, diabète et sédentarité sont les principaux facteurs de risque. 50% de ces patients sont des femmes et c'est là toute l'inquiétude du corps médical car la moyenne d'âge est aussi 10 ans plus jeune que dans l'Hexagone. L'AVC fait partie des maladies cardiovasculaires, ce sont les artères du cerveau qui sont touchées. Certaines causes sont cardiaques, donc les caillots peuvent venir du cœur et aller dans le cerveau. Et certaines causes sont plutôt un encrassement des artères au niveau du cou. Mais ça revient au même, ce sont les mêmes facteurs de risque et donc c'est ce sur quoi on va lutter aujourd'hui. Cette journée dédiée au cœur des femmes est l'occasion de sensibiliser le public. Les femmes n'identifient pas les maladies cardiovasculaires comme la première cause de mortalité féminine. Les maladies cardiovasculaires touchent des femmes âgées de 70 ans en moyenne, mais pas seulement. Le risque est croissant en Polynésie chez des femmes plus jeunes. Les études au centre hospitalier montrent un pic autour de 35 ans. Il est possible de réduire les facteurs de risque des maladies. Le Soroptimist International Club de Tahiti Papeete prend à cœur l'état de santé du cœur des femmes. Il est très important de connaître les causes pour les éviter, d'arriver à des problèmes de santé. Tu vois, par exemple, il y a un stand derrière moi sur la mesure de la tension artérielle. On veut que les femmes puissent se rendre responsables de leur santé, qu'elles puissent alors soit aller au dispensaire, soit voir un médecin, mais quand elles vont voir le médecin, elles sont déjà fatiguées, troublées, donc elles vont avoir une tension haute. Anthony Salmon, le président de l'association Polynésie AVC, apporte son soutien à cette journée de prévention. En 2014, il a été victime d'un grave malaise, très probablement à cause du stress. On l'a su après. Et par contre, j'avais une tension artérielle élevée, 22 de tension. Cardiologues, angiologues et neurologues ont animé des conférences débats pour répondre aux interrogations du public et apporter des conseils pour prendre soin de son cœur. De plus en plus d'entreprises du Fénois utilisent des modèles fictifs et des images générées par l'intelligence artificielle. Certains professionnels voient à cela comme une menace. Manon fait le point dans votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Ce soir dans la TechZone, elles sont partout. Que ce soit sur Internet, sur les panneaux publicitaires ou encore sur des toiles vendues dans des magasins.
Je parle des images générées par les intelligences artificielles. Leur utilisation se démocratise au Fénois. Mais c'est le recours à ces visuels de manière brute qui inquiète les professionnels de Polynésie française, que ce soit des maquilleurs, des peintres ou encore des photographes. De vendre des œuvres telles quelles, brutes, je pense que c'est une erreur, je pense que c'est un manque de respect pour tous les artistes qui sont présents au Fénois et qui ont un réel talent, qui ont des vrais messages à exprimer. L'intelligence artificielle, on le sait, ça s'inspire d'œuvres déjà existantes. Et l'utiliser en tant que telle, c'est une réelle menace pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va mettre tout le monde au chômage, que ça soit photographe, maquilleuse, coiffeur, modèle, directeur artistique, tout le monde. Et en plus de ça, le résultat est trop parfait en fait. Le résultat n'existe pas. Moi, je me mets à la place des modèles, des filles en général, qui voient les photos et qui complexent un petit peu, alors qu'on sait tous que ce qui est produit par l'intelligence artificielle, c'est quasiment parfait, voire parfait. Donc c'est impossible de se comparer à ça. En métropole, l'Assemblée nationale a présenté le 12 septembre dernier une proposition de loi. Elle vise à encadrer l'intelligence artificielle par le droit d'auteur. L'une des mesures proposées est la création d'une mention œuvre générée par IA, avec l'obligation de mettre tous les noms des personnes ayant permis d'aboutir à l'œuvre. Il faut se faire une raison, l'intelligence artificielle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Pour ne pas se faire dépasser, certains ont choisi d'apprendre à s'en servir pour améliorer leur travail. En fait, moi, ce que j'aime bien en fait, avec l'IA, c'est en fait, de pouvoir, par exemple, générer des choses que je n'arrive pas forcément à trouver. Je peux l'utiliser en tant que, que modèle. Mais après, moi, je n'utilise jamais tel quel, quoi. Je ne prends pas l'image générée et puis je l'utilise et voilà. J'ai une façon, en fait, pour moi, ça reste un outil. Je pense que c'est bien pour mettre en place ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire des exemples d'intention, pour présenter aux clients, pour présenter aux interlocuteurs. Tiens, voilà, je pense à ça, c'est ça que j'aimerais faire. Est-ce que ça te plaît? Ok, allons-y. Moi, je ne suis pas illustrateur, moi je ne sais pas dessiner, je sais animer les dessins, etc. Mais je n'ai jamais su dessiner. Donc j'ai toujours bossé avec pas mal de graphistes et d'illustrateurs pour avoir des dessins. Et c'est long parce qu'il faut, puis il faut expliquer ce qu'on veut, etc. Et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir expliquer exactement la même chose à une machine et qui au final le comprend très très bien, très très vite, et qui d'un coup dit « Ah oui, bah tiens, mais ça, regarde, ça. » Et tu fais genre oh. Nous l'annoncions en décembre dernier, le CNAM Polynésie va mettre en place un centre de recherche sur les IA. Il devrait voir le jour d'ici septembre prochain et aider à sensibiliser. Nous avons un axe de recherche qui est l'intégrité culturelle et qui va permettre, alors ça sera à mi-chemin entre de la recherche mais aussi de l'information, d'expliquer aux gens en quoi est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas forcément être une solution à tout. Et plus on va se reposer sur elle, plus on sera dépendant d'elle. Et aujourd'hui, le vrai souci de l'intelligence artificielle, c'est que les IA les plus pertinentes, les plus effectives, sont détenues par des sociétés privées. Plus on va dépendre de ces IA, et plus on sera dépendant des gens qui les contrôlent. Ce n'est jamais l'IA qui va supprimer un emploi, c'est la personne qui contrôle l'IA qui va décider ou pas de préserver l'emploi. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez notre article complet sur tntvnews.pf. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus tech. En attendant, restez connectés. La lecture à proximité avec son bibliobus, la Maison de la Culture se déplace dans les communes AFA. Un partenariat est mis en place pour que les jeunes de quartiers ciblés puissent se plonger dans les livres. 2 fois par mois, le bibliobus stationne au Motu-Ovini dans ses bacs des centaines d'ouvrages pour le jeune public. Thomas Chabrol. Ce fourgon, c'est la 2e bibliothèque de la Maison de la Culture, une bibliothèque ambulante qui ouvre ses portes aux jeunes lecteurs. Et quoi de plus agréable que de lire dans le décor du Motu-Ovini? Les agents de Te Whare Toitinui ont placé dans les bacs près de 900 ouvrages et il y en a pour tous les âges. Le bibliobus donc sort 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Nous touchons aussi des établissements scolaires qui ne disposent pas forcément de bibliothèque au sein de l'établissement et puis des lieux publics comme aujourd'hui à Motu-Ovini à Fara. Le bibliobus permet à une population qui n'a pas l'occasion ou les moyens de se rendre à la Maison de la Culture d'ouvrir des pages et de s'évader dans des histoires. Les plus petits écoutent avec attention les récits racontés à voix haute. Les plus grands optent pour des classiques de la BD ou des mangas dont le succès est planétaire. Oui, un manga, c'était My Hero Academia.
C'est les images et tout comme ça, l'histoire aussi. Cette initiative est mise en place pour redonner le goût de la lecture et encourager aussi les parents à faire de même. Sans écran entre les mains, ces enfants prennent le temps de regarder les images et de parcourir les bouquins page après page. Je sais de quoi je parle, je suis père de 3 enfants, donc ils sont tout le temps sur les écrans, donc le fait de les avoir, de les voir avec un livre à la main, ça fait toujours plaisir. Si le parent ne lit pas, l'enfant ne lira pas. Hein. Donc on est les exemples de nos enfants. Donc voilà, les parents aussi, je vous encourage aussi à lire. Donc vos enfants liront automatiquement. Cet accès direct à la lecture permet aussi aux jeunes lecteurs de mieux connaître la médiathèque de la Maison de la Culture, dont l'accès est gratuit. Jusqu'au mois de juin, le bibliobus viendra 2 fois par mois en Motu-Ovini. Au total, une centaine de jeunes aura ainsi pris du temps pour lire. C'est la fin de ce journal. Votre soirée sur TT1 Télévision. Ne manquez pas votre magazine de la glisse Waves, suivi de The Voice, puis de votre nouvelle émission Changer de job. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TT1 Télévision et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.